cette recherche d'une vie sur Mars, qui a longtemps été cantonnée à la science-fiction, ça devient vraiment une problématique scientifique réelle et qui va devenir d'autant plus tangible que les scénarios, parce que là, dans cette première partie de notre entretien, on a parlé d'exploration robotique, on a parlé de drones avec le petit hélicoptère, on a parlé d'astromobiles, ces rovers à 6 roues qui vont manger du bitume, j'allais dire, non, il n'y a pas de bitume, mais enfin qui vont rouler sur Mars. Mais demain, peut-être, des humains, des astronautes, des hommes et des femmes vont fouler le sol de la planète rouge. C'est en tout cas le scénario qui est porté. Alors, on a eu un commentaire très tôt dans notre discussion par des personnalités flamboyantes de la Silicon Valley, comme Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, comme Jeff Bezos, son ennemi préféré, patron d'Amazon, qui lui aussi a une société d'industrie spatiale. Et tous disent, on va envoyer des hommes, des femmes, des habitants, des colons, on va coloniser la planète rouge. Est-ce que ces histoires-là, on peut les prendre au sérieux? Alors, il y a des bonnes raisons de se poser la question parce que ça doit faire 50 ans qu'on dit qu'on va envoyer des gens sur Mars dans 20 ans. Donc, ça pourrait durer longtemps comme ça. Mais c'est vrai par ailleurs que les choses sont en train de changer, vraiment. D'une part parce que finalement, suite à l'abandon de la navette spatiale, ça a libéré de nouvelles ressources dans le cadre de la NASA. Les autres agences s'intéressent aussi à passer à autre chose après la Station spatiale internationale. Et ce autre chose, c'est de retourner dans un espace lointain. Donc, on a des projets de développer, vous avez peut-être déjà entendu parler, la NASA développe actuellement une nouvelle superfusée type Saturn V de l'époque d'Apollo, qui s'appelle le Space Launch System, SLS. Oui. On développe, après la navette spatiale qui a été là pendant des années, on développe plusieurs sortes de vaisseaux spatiaux. Tout le monde a entendu parler de Crew Dragon, et bientôt on aura le Starliner de chez Boeing, le CST-100. Ça sert à aller à la Station spatiale internationale. Et puis surtout, la NASA développe un nouveau vaisseau spatial type Apollo qui s'appelle Orion et qui va permettre d'aller beaucoup plus loin, par exemple vers la Lune, d'aller dans ce qu'on appelle le deep space, ne pas rester seulement en orbite basse. Alors là-dessus, il y a vraiment officiellement dans les cartons, dans toutes les agences spatiales type NASA évidemment, mais aussi à l'ESA, etc., l'objectif final d'aller sur Mars. Mais sur la route, ce qui est vraiment l'immédiat, sur lequel vraiment beaucoup de moyens sont dépensés pour l'instant, c'est de faire une première étape en retournant sur la Lune. Et le moment où on ira sur Mars va, je crois, dépendre à quel point on passe du temps à s'entraîner sur la Lune ou si on y va juste un petit peu, puis on met tous les moyens vers Mars. Je crois que le grand suspense par rapport à la date hypothétique d'une mission vers Mars, c'est ça. Par ailleurs, il faut reconnaître qu'aller sur Mars, c'est pas facile, donc il y a beaucoup de développement à faire, des études à faire, des millions d'heures, voire des milliards d'heures d'ingénieurs, donc ça coûte cher, et puis ça va prendre un petit peu de temps. Mais tout ça est dans les cartons et c'est bien plus réel qu'il y a quelques années. Et puis par ailleurs, je dois ajouter, en plus de toutes les agences spatiales officielles, etc., c'est vrai que des gens comme Elon Musk avec SpaceX, ils secouent un peu le cocotier. Alors normalement, je disais ça il y a quelques années, il n'est pas très riche, Elon Musk. Ça, c'est ce que je pensais il y a 2-3 ans, mais depuis, il a fait fortune vraiment avec l'explosion du coût des actions Tesla en bourse, donc il est devenu très riche. Mais disons que normalement, une mission vers Mars, ce n'est pas dans les moyens quelqu'un de privé. Donc quand Elon Musk dit qu'il va aller vers Mars, pour moi, ce qu'il dit, c'est regardez, je développe sur mes fonds personnels des nouveaux moyens. Donc, alors que la NASA développe, par exemple, la Space Launch System, il développe, lui, une super fusée avec ses propres méthodes, basée sur du méthane, le fameux Starship avec Super Heavy. Pour ceux qui connaissent, c'est des énormes fusées. Il a appelé la Big Fucking Rocket à une époque. On ne le dit plus, ça. Officiellement, c'était Big Falcon Rocket, je dois dire. Mais c'est vrai qu'on aimait bien dire BFR en pensant fucking. Mais bon. Maintenant, ça s'appelle Super Heavy et Starship, mais c'est quand même très impressionnant. C'est basé sur la technique du refueling. Donc, on envoie un engin avec beaucoup d'espace pour les astronautes en orbite. Une autre fusée va le réalimenter en carburant. On rallume les moteurs, on va vers Mars, on remet du carburant, on redécolle, etc. Donc, c'est très différent de ce que, par exemple, typiquement la NASA envisage. Mais ce qui est sûr, c'est que à la fois l'envie des contribuables américains, des politiciens, de la NASA de faire quelque chose de nouveau vers la Lune et vers Mars, et
des gens comme Elon Musk et un peu Jeff Bezos de proposer de nouvelles solutions, de développer par eux-mêmes des trucs, bah, c'est vrai que ça va finir par aboutir à quelque chose de différent de ce qu'on fait depuis 40 ans, c'est-à-dire tourner en orbite basse autour de la Terre. Il y a PandaOne37 qui nous dit que le Starship va faire un vol de décollage d'ici 2-3 heures. Alors moi, Il y a les Starship 11, d'après mes calculs, c'est Starship 9, on en est. Et il y a un tir ce soir alors? Bah, j'ai pas Je sais vérifié. pas, peut-être que Valentin. Ça fait plusieurs jours qu'on dit que pour... le test est imminent, donc si c'est ce soir, tant mieux. Mais il est possible que la nouvelle de ce soir, c'est que c'est reporté à demain. Ça, c'est l'ambiance c'est l'ambiance chez SpaceX. Ouais, chez SpaceX. Ce qui caractérise aussi SpaceX, c'est son Elon Musk. Il a un rapport au temps qui est un peu particulier parce que il annonce tout le temps des dates très proches. Enfin, les premières fois où on l'a entendu faire ses discours sur l'arrivée des humains sur la Terre, il avançait des dates. Je crois qu'il a même parlé de 2022, c'est-à-dire l'année prochaine. Sur Mars, alors. Sur Mars, pardon. Oui, j'ai dit sur Mars, oui. Ouais, non, bien sûr. Mais personne n'est dupe. Donc, c'est vrai que personne n'est dupe là-dessus. J'ai même le souvenir d'aller dans un colloque professionnel sur la préparation d'une mission vers Mars. Donc, il y avait les gens de la NASA, des gens de Lockheed Martin, par exemple, une entreprise privée qui vraiment fait beaucoup d'études et proposait des solutions. Donc, c'est des congrès un peu scientifiques comme ça. Et arrive le gars de SpaceX et il nous sort sa sauce habituelle en disant, voilà, on va aller sur... Et puis, il y a un ingénieur qui se lève, il dit, bon, écoutez, là, on est entre ingénieurs, foutez pas de notre... À quoi ça sert devant nous d'annoncer une date de 2022? C'est absurde. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis le gars, il dit non, je n'ai pas le droit de répondre. Donc ça, c'est vrai. Mais par ailleurs, il faut reconnaître qu'ils ne perdent pas de temps non plus. Alors, ils disent n'importe quoi au niveau des dates, mais ils ne perdent pas de temps. Par exemple, ils ont cette méthode de tester, de construire des prototypes, de les tester, de les faire cracher et de les modifier, qui est pas tout à fait dans l'esprit de ce que font, je dirais, les industriels traditionnels comme Boeing, ou on voit chez nous ce serait Airbus, Thales Alenia, ce qui est normal. Et donc, ça reste quand même impressionnant quand on dit que voilà, ils vont tester SN9. Alors Valentin a trouvé effectivement, hein, c'est confirmé, il y a une fenêtre de tir ce soir, mais nos internautes il est vexé. Hein, désolé copernicien d'avoir vexé. Je suis désolé. Mais le SN8, c'était pas il n'y a pas longtemps, et aller voir sur Internet, c'est assez rigolo. Donc c'était un lancement, il est monté à quelques kilomètres d'altitude, et puis à la descente, un test de contrôle magnifique, tout le monde est... Donc ça plane, c'est impressionnant. Hein. Alors, la fusée descend comme ça sur le côté avec en faisant une friction aérodynamique pour se ralentir, etc. Puis au dernier moment, elle se redresse, rallume les moteurs. Puis là, ça n'a pas marché, ça a explosé. Ça a fait une boule de feu énorme à 200 mètres autour, c'était complètement détruit. Mais c'est pas grave. Ils ont dit, bon, on fait la SN9 tout de suite, et puis hop, ils font le nouveau test à côté. Donc, parce que là, alors la fenêtre de tir ce soir, c'est prévu entre 19h et 1h du matin à l'heure de chez nous, nous précise Valentin. Donc, j'imagine que vous êtes nombreux parmi ceux qui nous regardaient, qui seront au rendez-vous de ce lancement. Et demain, on en parlera évidemment sur le site de Science et Avenir. Alors, le suspense, c'est de savoir si la fusée va se poser sans exploser. Sans exploser. Parce que là, on parle effectivement de ces nouvelles fusées façon tournesol, façon Tintin, qui décollent et se reposent. Ouais, ça, c'est la spécialité de SpaceX qui rend particulièrement spectaculaire les différents tests qu'ils peuvent faire, soit avec, pour ceux qui connaissent, donc la fusée phare chez SpaceX, c'est la Falcon 9 avec 9 moteurs. Et puis, il y a la Super Heavy qui associe 3 Falcon 9. Donc, c'est assez rigolo de voir les deux qui viennent se poser, et la troisième se pose sur la mer. C'est vraiment assez fascinant. Et puis, maintenant, c'est une nouvelle génération sur laquelle ils travaillent beaucoup, qui va quand même révolutionner le système. Donc, c'est à nouveau cet ensemble Super Heavy Starship dont on parle, qui sera... Je ne sais pas quand il sera prêt. On ne peut pas regarder ce que dit SpaceX parce qu'ils disent effectivement n'importe quoi, mais ils avancent à grands pas. Et donc là, ça permettra d'envoyer une grosse charge utile dans l'espace. Et si on compare avec ce que propose la NASA, oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à Tintin parce que c'est l'engin lui-même qui est, je le répète, gardé tel quel, et puis simplement on le re-remplit à carburant à chaque étape. Par exemple, pour donner un exemple, on n'a pas le temps de parler de tout, mais l'étape qui est la plus sérieusement étudiée pour l'instant, bien sûr, c'est le retour sur la Lune. Donc, on a en développement réel, avec un lancement bientôt,
on a une petite station orbitale autour de la Lune qui s'appelle le Lunar Gateway, qui est en construction avec une très forte contribution européenne, puis aussi canadienne et japonaise, et bien sûr américaine, hein. Et donc tout ça va être fait très bientôt. Et de là, où bien sûr, les Américains souhaitent se reposer sur la Lune. C'était même un projet que Donald Trump voulait faire avant ce second mandat, avant 2024. Bon, tout le monde pense que c'est impossible de le faire en 2024. Néanmoins, la NASA a passé 3 contrats pour étudier un système d'atterrissage sur la Lune. Il y en a un qui est parti vers un consortium mené par Jeff Bezos, Blue Origin, qu'on a cité tout à l'heure. Il y en a un très traditionnel, je ne vais pas dire de bêtises. Non, c'est traditionnel, mais c'est un consortium d'industrie que je connais pas mal. Et puis, vous avez un financement du projet par SpaceX. Et là, c'est une version de Starship qui réellement se pose comme la fusée de Tintin, toute droite, en forme de cône. Et elle se pose et ça sert d'atterrisseur sur la Lune et ça redécolle derrière. Donc, si c'est SpaceX qui est sélectionné pour faire l'atterrisseur, on aura vraiment l'impression de voir Tintin et Tournesol. Ouais. Alors, il y a eu une question sur alors, 2 questions. Il y a une question sur le coup de vieux, finalement, que donnent ces nouvelles acteurs du New Space aux autres acteurs, les acteurs historiques. Alors, par exemple, est-ce que Ariane 6 a pris vraiment un vent maintenant? Est-ce que c'est un retard qui ne pourra plus être rattrapé? C'est une question de Panda One 37. Qu'est-ce que vous en pensez, François Forger? Ouais, je ne crois pas. D'abord, des fois, on lit. Moi, je vois que quelqu'un comme Panda One est bien au courant, donc je pense que il saura ce que je vais y répondre, mais on lit parfois des bêtises sur ce côté oh là là, mais c'est un lancement dans l'espace privé avec des astronautes privés. C'est pas tout à fait vrai. Depuis toujours, que ce soit en Europe et aux États-Unis, les agences spatiales en fait passent des contrats avec les industries pour développer des choses. Apollo, vous aviez la fusée qui était fournie par telle compagnie, Grumman, machin, le Apollo lui-même. Donc tout ça est fait dans les industries, pareil en Europe. Alors, ce qui était nouveau pour le cas particulier, par exemple, du Crew Dragon ou du Cargo Dragon avant, pour ceux qui connaissent, c'est qu'effectivement, le curseur où on va placer la gestion du projet, donc c'est assez subtil, va être plus ou moins, vous savez, il y a la notion de maître d'œuvre, maître d'ouvrage, etc. Donc, ce qui fait que pour le Crew Dragon, on a effectivement demandé à SpaceX de fournir un système pour rejoindre la Station spatiale internationale avec une capsule. Et puis, on leur a demandé de le faire avec leur propre design. Mais la NASA a beaucoup surveillé, puis surtout, elle a complètement financé cela. Donc, ça reste quand même quelque chose de l'argent public pour un projet public avec des astronautes NASA, même si certains vont être recrutés par SpaceX, etc. Et ensuite, SpaceX aura l'autorisation de vendre certains sièges à des acteurs privés. D'accord. Donc, il y a un peu de privatisation, mais c'est pas le milliardaire qui va créer de lui-même sa fusée avec son propre argent pour aller sur Mars avec ses propres deniers. On n'en est pas là encore pour l'instant. D'accord. Ça, c'est une première chose. Ce qui est vrai, c'est que surtout SpaceX, ils ont eu une certaine vision techno avec beaucoup de succès pour faire des fusées réutilisables, ce qui fait qu'ils ont réussi à casser les coûts. Ils ont aussi cassé les coûts un peu comme on fait ce qu'on appelle comment on appelle ça dans l'aviation, les compagnies low cost. Les low cost, ouais. Les low cost, au départ, elles étaient low cost parce qu'elles recrutaient les gens débutants, pas cher, elles payaient mal les… Et puis peu à peu, tous ces gens-là, ils sont devenus cadras, quinquas, ils ont demandé une augmentation de salaire et c'est devenu moins low cost. Et SpaceX, c'est un petit peu ça. À un moment donné, ils avaient beaucoup de jeunes et maintenant, il faut qu'ils payent les gens un peu mieux et ça commence à coûter plus cher. Alors, est-ce que Ariane est foutue? Je ne pense pas. Déjà, Ariane 6, c'est quand même un effort par rapport à Ariane 5 pour vraiment baisser les coûts. On a beaucoup simplifié le concept. Donc, je pense que, je dis ça de mémoire, mais pour mettre une tonne dans l'espace, sachant que les deux, elles mettent une vingtaine de tonnes en orbite basse, eh bien, ça coûtera à peu près 2 fois moins cher avec Ariane 6. Donc, ça redeviendra quand même pas mal compétitif par rapport à Falcon 9, la Falcon 9 de SpaceX. Mais c'est vrai aussi que les fusées SpaceX, elles dominent complètement le marché. Ils font des dizaines de lancements par an, et donc ils en font plus qu'Ariane. Mais il y a tellement de besoins qu'Ariane a une grande partie du marché quand même encore, même s'ils sont un peu plus chers. Mais comme ils sont censés être fiables, etc., ça continue, quoi. SpaceX a fait un lancement il y a 2-3 jours où ils ont mis sur orbite un bouquet, je crois, de 143 microsatellites ou nanosatellites. Effectivement, ils sont
Ils sont sur tous les fronts. Scientifiquement, maintenant, François Forget, parce que au niveau de l'aventure humaine, conquérir une autre planète, s'y installer, c'est très romanesque, ça peut faire rêver, mais scientifiquement, est-ce qu'il y a un intérêt à aller sur Mars? Peut-être dans le cadre de cette fameuse recherche d'une vie martienne, les mains des astronautes, elles seront plus adroites que les grosses papates des rovers pour gratter aux bons endroits, pour trouver les fossiles des micro-organismes? Alors, avant de répondre à ça, j'ai envie de répondre que ce qui justifie l'exploration humaine de l'espace, y compris l'exploration de Mars, c'est pas seulement la science. Ce serait difficile pour nous, parce que c'est vraiment des projets extrêmement ambitieux qui coûtent, on va dire, des centaines de milliards d'euros, ou au moins au moins 100 ou 200 milliards d'euros. Donc le coût est tellement élevé que j'aurais du mal à me tourner vers des collègues médecins ou je sais pas, physiciens en leur disant bah ouais, mais nous, c'est vraiment plus important qu'on comprenne Mars que vous, votre science, donc on a besoin de mettre des centaines de milliards d'euros et on vous laisse des miettes. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que cette exploration-là, c'est beaucoup plus que de la science. Ça se justifie par le fait que c'est d'abord beaucoup de gens, donc de contribuables, sont d'accord pour que leurs impôts aillent dans un projet commun, humain, où on va envoyer des ambassadeurs, les astronautes qui vont nous faire rêver pour un coût finalement modique, qui est comparable par habitant à regarder un bon film. Ça, c'est une première chose. Et puis, ça a plein de retombées. Alors, on peut dire le prestige, hein, par exemple, et tout le monde sait que un projet comme Apollo était justifié dans le cadre de la guerre froide pour montrer que les Américains n'étaient pas que des cow-boys. À une époque, dans le début des années 60, on se dit les grands ingénieurs, c'est les Russes, ils ont envoyé Gagarine, puis les Américains, ils sont nuls. Puis alors, ils étaient obligés de redresser ça et de prouver qu'ils étaient très forts. Ils ont réussi de manière fantastique. Actuellement, il y a un petit peu la même chose avec les Chinois qui ont une certaine motivation, et puis les Américains vont vouloir aussi avoir voix au chapitre. Si seuls les Chinois allaient dans l'espace et que les Européens et les Américains n'y allaient plus, ce seraient les Chinois qui décideraient un peu les règlements internationaux qui régissent l'espace. Donc, on se sent obligé aussi de continuer. Alors, il y a Sinob, susciter des vocations pour les ingénieurs, etc., pour les jeunes, pour les étudiants. Et puis enfin, je termine. Vas-y. Le temps qu'on lise tout ça. Ouais. Et puis enfin, évidemment, je dois avouer que, à force de tous ces arguments-là, si on envoie des humains sur Mars, oui, la science qu'on pourra faire va être extraordinaire, beaucoup plus forte que ce qu'on peut faire avec les robots. Les robots, ils sont quand même, honnêtement, c'est quand même assez lent. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, comme beaucoup de mes collègues, je rêve d'un truc, c'est de faire un forage profond pour aller ramasser des échantillons à plusieurs kilomètres de profondeur sous la surface, parce que à plusieurs kilomètres de la surface sur Mars, il reste des nappes aquifères avec de l'eau liquide. Sur Terre, dans ces nappes d'eau liquide, on trouve des bactéries en grande quantité. On a envie de voir si on trouve la même chose sur Mars, on trouverait peut-être une forme de vie. Et ça, avec des robots, on n'y arrivera jamais à creuser à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc voilà. Moi, je suis désolé, on n'arrive pas à lire toutes les questions. Il y a plein de questions. Il y a une question là qui dit l'inoculation de planètes avec des organismes extrémophiles est-elle étudiée dans l'objectif de déterminer la manière dont une forme de vie pourrait évoluer dans un autre système que l'écosystème terrien? Ça, c'est un peu risqué, c'est la roulette russe, là. Non, puis surtout, on fait exactement l'inverse. Une des grandes obsessions des agences spatiales, c'est justement surtout de préserver les environnements extraterrestres pour ne pas les polluer et surtout ne pas détruire. Imaginons qu'il y ait une forme de vie très particulière qui existe sur Mars. Ce serait horrible d'envoyer des bactéries extrémophiles qui seraient, c'est possible, capables de vivre, c'est un peu austère quand même, hein, dans l'environnement martien. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau liquide. Mais si ces bactéries détruisaient la vie martienne, ce serait une perte mais hallucinante. Donc surtout, on n'essaye pas de faire ça. On fait des expériences, on met des bactéries en orbite, on regarde ce qui leur arrive, on les récupère, on regarde si elles peuvent pousser encore, etc. Mais surtout, on fait ce qu'on appelle la protection planétaire, qui consiste à stériliser tout ce qu'on envoie sur Mars au maximum pour ne pas polluer avec des bactéries terrestres. On a parlé de l'intérêt scientifique. Bioman Kuhn demande s'il y a un intérêt économique. C'est vrai que, par exemple, autour de la Lune, on a parlé beaucoup à un moment de l'hélium 3, si je ne m'abuse, qui pourrait être une ressource intéressante du point de vue de l'apport énergétique qu'elle pourrait fournir. Est-ce que sur Mars, on sait qu'on pourrait avoir accès à des matériaux qui seraient intéressants pour l'humanité? Alors,
on parle un peu de cela, il y a souvent des changements. Il y a un pays comme le Luxembourg, par exemple, qui a changé sa loi, qui a créé des lois pour promouvoir l'installation de sociétés qui auraient comme objectif de faire une espèce d'exploiter l'espace pour du minerai, des choses comme ça. En réalité, les coûts pour l'instant sont un peu inimaginables, donc on a du mal à concevoir quelle matière, du platine, du fer ou de l'or, je ne sais pas, on pourrait trouver là-dessus. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas sur Mars qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Parce que Mars, c'est compliqué pour s'y poser, c'est compliqué pour redécoller, donc c'est vraiment le dernier endroit. Ce dont on parle plus souvent, c'est d'aller récupérer des choses sur des astéroïdes. Mais là où, pour l'instant, il y aurait un sens économique, c'est finalement un truc, c'est un peu bête, mais c'est d'apporter de l'eau, par exemple, pour des stations avec des astronautes et alimenter en eau. Donc, imaginons dans un avenir plus ou moins lointain, on a des astronautes qui se déplacent, qui vont vers Mars, etc. Et puis, par exemple, toujours dirigés par la NASA. Et là, ils vont payer des sociétés privées qui vont aller récupérer des petites astéroïdes ou voire des comètes pour récupérer de la glace et l'apporter, et donc pour moins cher que si on devait l'envoyer l'eau depuis la Terre, mais ce n'est pas de sitôt. Pour ce qui concerne l'hélium 3, bien sûr, c'est souvent discuté parce que une source d'énergie dont on rêve tous, ce serait une source d'énergie non polluante, que ce soit au niveau radioactif ou au niveau gaz à effet de serre, c'est la fusion nucléaire. Tout le monde, je crois, les gens qui sont intéressés connaissent ça. Donc on essaye de tester dans le réacteur ITER, là, dans le sud de la France, mais c'est hyper difficile. Et c'est vrai que si on y arrivait, ça se fait effectivement en faisant fusionner non pas de l'hélium normal, mais de l'hélium 3, c'est plus facile. Et c'est pas facile à trouver sur Terre. Ça se trouve, hein, en traitant l'eau des océans, etc. Alors il y a une alternative, c'est d'aller en trouver. Il y en a pas mal, effectivement, implémenté par le vent solaire sur la Lune. Et donc, si on arrive à faire des allers-retours pas trop chers sur la Lune, ça pourrait être rentable. C'est un fantasme, mais ça, c'est un fantasme des années 60. C'est un peu comment on dit, le marronnier de l'exploitation spatiale. À l'époque, on pensait que la fusion nucléaire serait facile. Là, vous pouvez regarder le planning des expériences sur ITER, vous allez voir que vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas de sitôt. Hein, parce que on va saigner du nez, oui. Il y a déjà une planification pour 2040, 2050, et ça, c'est juste expérimental. À propos des extrémophiles, Panda One 37, qui a décidément une bonne mémoire, il rappelle quand même les tardigrades. Vous vous souvenez, François Forget, ces tardigrades qui étaient encapsulés dans une sonde qui a été envoyée sur la Lune il y a peut-être 2 ans, mais c'est des tardigrades qui étaient dans quasiment en sommeil, j'allais dire en cryogénie, c'est pas le terme exact, mais on sait que les extrémophiles peuvent être placés les tardigrades peuvent être placés dans des conditions où ils sont pas morts, ils sont pas vivants, mais enfin, on peut rien attendre d'eux, quoi. Donc a priori, ça devrait pas causer de problème. À propos de Mars, François Forget, je peux renvoyer quand même nos auditeurs, nos spectateurs, je dis auditeurs parce que ce livre qui est signé de Nicolas Martin, le producteur de la méthode scientifique sur France Culture, qu'il a fait avec Mathieu Lefrançois, et bien dans ce livre, il y a beaucoup d'entretiens avec évidemment des spécialistes du spatial, et François Forget, vous y êtes dedans pour un texte autour de Mars. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dessus. Donc c'est L'espace par Nicolas Martin, préface de Carl